Voilà, c'est parti en direct. Ok, nous reprenons pour conclure notre live, hein, qui au bout de 4 heures du temps, nous impose une interruption. Là, nous allons donc pouvoir faire cette deuxième partie pour la conclure. Et je vais donc pouvoir poser au Serge Kovik Miret la 10e et dernière question qui est celle-ci. À titre personnel, quelle leçon majeure retenez-vous de la lecture méthodique de l'ouvrage Les Jacobins Noirs? Peut-être sur la 9e question, tu avais quelque chose à ajouter pour conclure avant de passer à cette 10e question. Oui, bon, j'ai parlé de Jean-Jacques Dessalines comme du vainqueur qui a conclu le processus qui avait débuté dès le 14 août 1791. Donc, c'est une des guerres les plus longues qu'on ait enregistrées dans l'histoire militaire de l'humanité. Donc, ça veut dire que Dessalines était conscient des faiblesses psychologiques, ou plutôt du faible que Toussaint Louverture avait pour la France, pour les idéaux de la France. Et il a, non pas comploté comme le disent les historiens, mais il a créé les conditions pour que quelqu'un qui est sans état d'âme prenne le relais, afin que la lutte continue jusqu'au bout et surtout soit victorieuse, compte tenu du nombre de morts et de martyrs. On ne pouvait pas encore retourner en esclavage avec tous ces martyrs. Donc, lorsqu'il a gagné la bataille de Vertières, qui est la plus grande humiliation connue par la France, et sur laquelle la France est très très discrète. Vous savez que la France n'a jamais gagné aucune guerre. C'est quand même étrange, parce que c'est un pays qui a eu une aventure coloniale assez foisonnante. Mais la France n'a jamais gagné aucune guerre. Lorsque la France dit qu'elle a gagné une guerre contre Samori, en fait, c'est des troupes africaines à 90%. Donc, c'est même pas une... Elle n'a pas gagné, c'est que Samori a vu que pour éviter qu'on ne tue tout le monde, il fallait qu'il protège sa population, c'est tout. Mais la France a perdu en Indochine. Hein? La France a perdu et les États-Unis ont perdu dans la foulée. Donc, la France n'a jamais gagné que... Les seules guerres que la France revendique, ce sont des petites guerres. Tu vois, je donne un exemple. Ils ont fait une grande bataille à Poitiers en pourchassant 2 Arabes qui s'étaient égarés sur leurs chevaux. Voilà les grandes batailles de la France. Tu vois, non? Sinon, tout le reste, ça a toujours été des défaites. Mais les plus humiliantes des défaites, ce sont les défaites que les nègres ont infligées à la France. En fait, l'Occident n'aime pas parler de la défaite des Italiens à Adoua, la bataille d'Adoua. Hein? La bataille de Vertières, la défaite de la France devant l'armée d'anciens esclaves. Parce que si c'était une bataille avec des hommes africains libres, Bonaparte n'aurait pas été humilié. Mais Bonaparte a dit que tant qu'il est vivant, les Noirs resteront toujours sous les fers. Et là, il a dû constater qu'on a capturé beaucoup de Français. Et c'est là où j'ai vu aussi que Dessalines n'est pas un nègre comme les nègres habituels. Parce que Dessalines a dit que aucun Français ne sera relâché. Parce qu'avant, on accueillait les Polonais. On accueillait beaucoup de gens. Mais il a dit aucun Français ne doit plus être accueilli dans l'île. Et tous les Français qu'on a capturés là-bas,
c'est une monnaie d'échange. Ça, on ne disait pas ça avant. Bon, donc, Dessalines, c'est quelqu'un qui a essayé aussi d'enlever l'histoire de France des programmes. Ça, c'est quand même quelque chose de très positif de Dessalines. C'est-à-dire que faire en sorte que les programmes ne soient plus jamais ceux de la France. Mais le problème, c'est qu'il a substitué à ça les programmes des Noirs qui ont réussi en France. Ou des Noirs français. Mais pas d'Afrique. Qu'ils ne connaissaient pas. Ceux qui connaissaient l'Afrique, c'était des gens qui étaient dans le vaudou. Et ces gens-là, on ne leur a pas permis d'entrer dans le pouvoir. Alors que c'est eux qui ont mené l'insurrection en 1791. Donc, à la fin, les trois problèmes ont rattrapé Haïti. Le premier problème, c'est que Jean-Jacques Dessalines a dit qu'il devient empereur. Comme Bonaparte. Il s'est proclamé empereur. Et il a dit la constitution de Toussaint Louverture est suspendue. C'est l'empire, c'est lui. Donc ils ont comploté contre lui. Et ceux qui ont comploté contre lui, c'est les mulâtres. dont Pétion, mais aussi Henri Christophe qui ne l'a pas défendu. Un des plus grands monuments de l'architecture monumentale mondiale, c'est la forteresse du roi Christophe à Haïti. C'est un de nos lieux de mémoire qu'il faut absolument visiter. Mais Aimé Césaire, qui connaissait bien l'histoire d'Haïti, a fait une œuvre littéraire intitulée La tragédie du roi Christophe. Mais ce n'est pas seulement la tragédie du roi Christophe, c'est la tragédie de Dessalines, la tragédie de Toussaint Louverture, pour lesquelles j'ai la plus grande admiration de ces personnages. Mais quelle est cette stratégie? C'est vouloir ruiner le système esclavagiste et colonial français tout en maintenant les valeurs de la France. C'est ça la tragédie nègre. C'est ça la tragédie nègre. Et donc, comme il y a des empereurs en France, comme il y a des empereurs romains, dont Toussaint Louverture parlait à Dessalines, Dessalines a fini empereur. Donc ils ont traîné son corps dans la rue. Ils l'ont tué comme un chien. Il a été léché, son corps a été traîné dans la rue. Ensuite, Dessalines qui rêvait de l'unité d'Haïti. Les mulâtres sont partis avec les Américains et les Français pour créer la République dominicaine, qui est aujourd'hui un paradis touristique pour l'Occident. Un paradis du tourisme sexuel pour l'Occident. Et un pays qui est en guerre avec Haïti, qui refuse de recevoir les Haïtiens et qui accuse les Haïtiens des mêmes mots dont on les accuse en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs. Donc Haïti est devenu le mouton noir de la Caraïbe, cette Caraïbe qui lui était chère et que Haïti voulait libérer. C'est la deuxième tragédie. Haïti, pays repoussoir de la Caraïbe, qu'Haïti rêvait de libérer du jour de l'esclavage et de la colonisation. Mais la troisième et la plus grave tragédie d'Haïti, c'est celle-ci. Les États-Unis envahissent Haïti. Et il y a une classe d'Haïtiens richissimes, dont le président actuel, Jovenel Moïse, et le peuple a marché pour le chasser. Et les États-Unis le maintiennent à bout de bras. Pourquoi? Il vient de voter contre le Venezuela. En étant avec le monsieur qu'on a dit, il s'est autoproclamé président. Et il est aujourd'hui l'agent de la CIA et de la Colombie.
Haïti a voté contre nos idéaux. Mais ce n'est pas le peuple haïtien. C'est cette oligarchie noire qui a des maisons partout à Miami, en Floride, partout aux États-Unis. Et qui est, tout l'argent est dans les banques des Américains. Leurs enfants sont aux États-Unis, étudient à Yale, étudient à Harvard, étudient à partout. Hein? Mais le peuple est dans une misère effroyable. Et les évangélistes en profitent pour venir. Donc, quand il y a eu les tremblements de terre en Haïti, celui qui est à la tête de la plus grande multinationale des évangélistes au monde, Pat Robertson, qui est multimilliardaire, parce qu'il crée des églises du réveil partout en Afrique. Il a les dividendes pour ça. Pat Robertson, il a fait la déclaration suivante. Il a dit c'est bien fait pour Haïti, les tremblements de terre, parce que comme ils ont utilisé le vaudou pour combattre la religion de Jésus, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ce n'est pas la peine d'aller les aider. Et il a aidé les contingents de l'ONU à empoisonner les Haïtiens. Ils ont empoisonné les Haïtiens. Vous voyez? Donc Haïti, c'est le pays que la France a rançonné avec Charles X. En disant, on va vous envahir si vous ne payez pas chaque fois 150 millions de francs or. Tous les ans. Haïti a payé jusqu'au 19e siècle. Et la France n'a jamais remboursé. C'est-à-dire, Haïti est sommé de rembourser à la France la dette de sa propre liberté que Haïti a payée par le sang de ses enfants. Et la France parle des droits de l'homme. Haïti, c'est la terre où aujourd'hui il y a le plus d'évangélisme. Les mêmes gens qui ont dit que c'est bien fait d'être en demande de terre. Haïti est le théâtre d'une guerre spirituelle secrète dont le but est l'éradication du vaudou. Comment pouvons-nous ne pas être haïtiens? Nous sommes tous haïtiens. Car Haïti, c'est la fierté et l'orgueil du peuple kémite dans le monde. Mais comment ne pas envisager comme premier acte du panafricanisme en Afrique la reconstruction d'Haïti? Nous devons reconstruire Haïti. C'est un devoir moral. C'est un devoir spirituel. Je dirais même, c'est un devoir ancestral. Nous décrétons donc ce soir dans ce live, Narmer est témoin, Haïti cause panafricaine majeure pour les prochaines décennies. Je voudrais, à ce sujet, peut-être enchaîner sur la 10e question que le frère Narmer peut nous rappeler. À titre personnel, quelle leçon majeure retenez-vous de la lecture méthodique de l'ouvrage Les Jacobins Noirs? Et j'aimerais, avant peut-être de commencer à y répondre, juste avant l'interruption, tu nous donnais les 3 pays considérés comme, en fait, les 3 personnes considérées comme les plus dangereuses pour la France. Il y avait en premier lieu Jean-Jacques Dessalines. Oui. Alors, Jean-Jacques Dessalines était considéré comme le plus dangereux pour les intérêts français. Mais le deuxième plus dangereux, c'est Thomas Sankara. Parce que c'est une révolution d'allure romantique, faite par un militaire charismatique. Mais c'est la révolution qui a été le plus loin en si peu de temps. En termes d'émancipation de la femme, en termes de refus même de la dette, en termes de refus aussi de l'aide. Quand il a dit à Mitterrand, il faut nous aider à nous passer de votre aide. Ça, c'est la vision de Dambisa Moyo avant la lettre. Et Sankara, c'est aussi l'homme qui a dit que tous les fonctionnaires, à commencer par les ministres et tout ça, doivent avoir un train de vie modeste.
c'est l'homme qui a dit, il faut que la paysannerie pauvre accède à l'éducation, à la santé, à l'innovation, etc. Et que leurs enfants deviennent des savants au service de l'Afrique. C'est l'homme qui a créé l'IPN, l'Institut des peuples noirs, en si peu de temps pour libérer l'Afrique. Donc, pour nous, c'est l'homme qu'il fallait abattre. Et c'est la cellule africaine de l'Élysée qui a donné l'ordre. Les autres sont tout simplement des exécutants. Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré, Marcel Kafando, et tout ça sont des exécutants nègres. Il y a même la complicité de Prince Johnson, du Libéria, et de l'homme qu'ils ont mis maintenant en prison, alors que c'est leur propre agent, Charles Taylor, sans compter la complicité majeure de Foué-Boigny lui-même. Et puis le troisième homme le plus dangereux qu'ils ont tué, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. C'est Rouben Ouniobé. Rouben Ouniobé. Parce que Rouben Ouniobé voulait, une indépendance totale. Pas l'indépendance dans l'interdépendance. Une indépendance totale. 2. La réunification du Cameroun. 3. La mise de la souveraineté du Cameroun au service d'un État africain fédéral qui travaillerait dans la voie de Nkrumah. Dans la voie de Nkrumah. Donc il fallait l'éliminer. Il fallait l'éliminer. Et la France a fait une des guerres les plus sanguinaires pour y parvenir. Pour y parvenir. Donc, pour nous, Dessalines, Thomas Sankara et Oumniobé sont les grands martyrs qui aujourd'hui hantent le sommeil de la France-Afrique. Ce sont les gens qu'il fallait tuer absolument. Parce que la France a 3 manières de neutraliser un Africain. 1, on les envoie sous terre, au silence éternel. 2, on les clochardit socialement. Ils sont vivants, mais ils deviennent une sorte de boulet pour leurs enfants. Un cas social qui déambule dans la nature sans rien dans la poche. 3, on t'achète et on te fait faire le sale boulot. C'est-à-dire tu vas à la télé pour aller dénoncer tes convictions d'antan et à dire à la jeunesse c'est une voie qui n'est pas la bonne, le panafricanisme, parce que moi, c'est une erreur de jeunesse. Et la France a choisi pour ces gens-là de les faire taire à jamais. Ils appellent ça le silence éternel. C'est Focard qui parle. Focard. Mais est-ce qu'on a tué l'espoir? Ce que représente tout ce, Dessalines, est-ce que ça n'existe pas toujours aujourd'hui? Et mieux que jamais. Est-ce que ce que Sankara, nous sommes des millions de Sankara aujourd'hui. La jeunesse consciente panafricaine. Et que représente Oumniobé? Oumniobé, c'est la fierté de la race noire. C'est un des seuls leaders que Cheikh Anta Diop a cité positivement dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, qui est pour nous notre projet, notre programme, avec Philosophy and Opinions de Marcus Garvey et avec Africa Must Unite de Kwame Nkrumah. Voilà notre programme. Donc, nous disons que dans ce live, il y a quelque chose par lequel je voulais terminer. C'est la sauvagerie calculée de l'impérialisme, bien plutôt que la haine justifiée des Noirs, qui empêcha la réussite de ce tour de passe-passe de la France.
Admettons que Dessalines ait voulu détruire les Blancs comme il le prétend. N'avait-il pas conclu un accord avec Rochambeau pour protéger les blessés français? Aussitôt, les Français entreprirent de massacrer des milliers d'Haïtiens, uniquement en vertu de la politique de la terreur. Dès que Rochambeau se fut éloigné, il fit massacrer femmes et enfants haïtiens. Mais Henri Christophe n'avait certainement pas l'intention de massacrer les Blancs. Et toute l'histoire de Clairvaux témoigne qu'il ne nourrissait pas de pareilles idées et encore moins de haine contre les Blancs. Cependant, lorsque le Congrès se réunit à Gonaïves en décembre, 3 Anglais étaient présents, dont Lord Catchard était un agent. Ils jurèrent que les Anglais ne commerceraient avec Saint-Domingue et n'accorderaient leur protection à l'indépendance de l'île que lorsque les derniers Blancs seraient tombés sous la hache. C'est-à-dire, les Anglais disaient qu'il fallait massacrer les Français. C'est cannibales civilisés. C'est cannibales civilisés. C'est comme ça que C.L. James appelle les Anglais. Ces cannibales civilisés, dans leur soif de luxure, voulaient enfoncer un coin entre Haïti et la France pour empêcher toute possibilité de réconciliation. Au lieu d'user de leur influence dans un sens progressif, pacifique, ils jurèrent préférable de faire des propositions à un peuple exaspéré par des siècles d'esclavage et poussé au paroxysme par l'invasion soudaine et lâche de Leclerc, ainsi que les cruautés de Rochambeau. C'est là un des crimes les plus infâmes et les plus injustifiables de cette triste histoire des relations entre la France et Haïti. Il est même probable que les Américains y trempèrent, bien qu'on ne puisse le prouver formellement. Durant toute la campagne de Leclerc, ils prirent le parti des Noirs en apparence, accusant Leclerc de crimes, trahison, assassinat et sacrilège contre les hommes de couleur. Ils firent état dans leurs journaux des machinations perfides contre l'infortuné Toussaint et montrèrent partout cette vertueuse indignation caractéristique des capitalistes anglo-saxons dès que la propriété et le profit semblent menacés. Il n'est donc pas douteux que la grande majorité du peuple anglais se serait révoltée spontanément avec horreur contre une telle barbarie, tout comme la plupart des Français, après 1794, semblaient désapprouver l'esclavage. Mais aujourd'hui, comme hier, les intérêts des grands propriétaires et de leurs agents prévalurent et les entraînèrent à commettre les crimes les plus atroces au nom du peuple tout entier en le bluffant et en l'intimidant par une propagande catholique mensongère. Dessalines rejeta le premier projet de proclamation que lui présenta le Congrès, le jugeant trop modéré. Il en accepta un second, plus radical, où perçait une nouvelle tonalité. Paix à nos voisins, mais anathème perpétuel sur le nom de la France. Éternelle haine à la France. Tel est notre cri. Dessalines fut couronné en octobre 1804. Les propriétaires blancs étaient toujours en place. La population noire ne les maltraita pas, en dépit des appels incendiaires de Dessalines qui les citaient contre les blancs. En janvier, il donna l'ordre de les massacrer tous. Mais même alors, ce ne fut pas un véritable holocauste comme l'écrivent les historiens français. En février et mars, Dessalines entreprit une campagne contre les Français de Saint-Domingue. Il assiégea Santo Domingo et la ville était sur le point de tomber entre ses mains après 22 jours de siège quand une escadre française commandée par l'amiral Missiessy apparut soudain dans le port. En même temps, le bruit courut qu'une autre escadre était en vue devant le port de Gonaïves. Dessalines crut que Haïti était menacé, leva le siège et rentra précipitamment dans sa retraite. C'est à ce moment qu'eut lieu le massacre général. La population tremblant à l'approche de la contre-révolution massacra tous les Blancs avec une incroyable brutalité. Après
une première tuerie, Dessalines lança une proclamation promettant le pardon à tous ceux qui se cachaient. Ceux qui se présentèrent, il parle des Blancs, tous ceux qui se présentèrent furent massacrés sur le champ. Dessalines ne respectant pas sa propre parole. Mais Dessalines eut grand soin de protéger les Blancs anglais et américains. Il épargna aussi les prêtres américains, les ouvriers qualifiés et les officiers de santé publique. Toussaint les avait demandé à Bonaparte pour l'aider à l'époque. Et le brutal, l'inculte Dessalines, comme l'appelaient les Français, bien qu'il portât les marques du fouet sur sa peau, aurait laissé les morts enterrer leurs morts s'il avait rencontré chez l'adversaire la moindre trace de bonne volonté ou de générosité. C'était un nègre diabolique que ce Dessalines. Ce n'est pas là une idée fortuite. Nous possédons la terre écrite par Bonaparte lorsqu'il s'apprêtait à tendre toutes ses énergies vers l'Orient, c'est-à-dire l'Égypte. À cette époque, il était prêt à laisser Toussaint gouverner. À Sainte-Hélène, il reconnut plus tard, au moment de sa chute et de sa solitude, que c'était une faute, qu'il aurait dû gouverner l'île par l'intermédiaire de toute son ouverture, au lieu d'empêcher un noir de gouverner une colonie française. Le seul argument que comprennent les impérialistes comme Bonaparte, cet argument, c'est les rapports de force. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la leçon que j'ai retenue, c'est qu'un Anglais ne peut pas combattre un Français, un Portugais, un Espagnol pour défendre les nègres. Mais les nègres ne l'ont pas compris. Ils ont basé leur stratégie sur l'alliance avec les Anglais. Comme si les Anglais étaient de meilleurs esclavagistes et de meilleurs colonialistes que les Français. Deuxièmement, Dessalines avait compris que lorsqu'il y a des rapports de force, il faut utiliser aussi des méthodes de kidnapping, des méthodes aussi de menaces contre la population. Parce que le problème, c'est que les impérialistes ne comprennent qu'une chose, c'est que leur population est menacée. Par contre, eux, ils tuent la population noire sans considérer cela comme un forfait ou une forfaiture. Dernière chose, la révolution de Saint-Domingue aurait pu s'étendre dans l'espace caraïbe, aurait pu prospérer s'il y avait eu dès le départ ce que nous appelons une vision du pancaribéisme, c'est-à-dire le panafricanisme dans la Caraïbe. Ceux qui préconisaient cette vision, ce n'étaient pas ceux-là qui sont arrivés au pouvoir. Dessalines ne comprenait rien au panafricanisme. Dessalines ne connaissait pas la civilisation égyptienne. Il ne connaissait pas la civilisation de l'Abyssinie. Il ne connaissait pas la civilisation du Soudan méroïtique. Il ne connaissait pas la civilisation de l'ancien Ghana, Songhai, Monomoptapa, Mwene Mutapa, du Kanem Borno. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont mené le combat le plus dur contre des armées qui leur étaient supérieures. Et bien qu'ils n'aient pas eu les connaissances nécessaires pour affiner leur combat, ils ont laissé dans les annales de l'histoire de l'humanité des traces qui sont, d'après moi, indélébiles, c'est-à-dire sous le sceau de la noblesse, sous le sceau de la bienveillance et aussi sous le sceau de l'héroïsme. C'étaient les héros et notre peuple a des héros. Ces héros s'appellent Afa Ntou Imal, Rungan Boukman Douti. Quand on dit Rungan, c'est le même titre au Bénin que chez les Dogons. Le Hogon, c'est le même mot qui remonte à l'égyptien pharaonique, comme l'a montré Oscar Poufouma, un égyptologue camerounais. Donc, nous voyons ainsi que Biachou, Boiron-Tonnerre, Toussaint Louverture, Dessalines, la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, Catherine Flon, et tous ces gens-là, c'était nos vrais héros. Et ce sont ces héros qui relèvent de la catégorie des Jacobins noirs, c'est-à-dire les gens qui préfèrent mourir debout que
mourir debout que de rester esclaves à genoux et courbés. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont lancé leur mot d'ordre. Leur mot d'ordre, c'est le suivant. L'indépendance ou la mort. Vivre libre ou mourir. Vivre libre ou mourir. Et moi, j'ajoute, en guise de conclusion, Kémites de tous les continents, unissons-nous. Vivre libre ou mourir. Nous vaincrons. Hotep! Hotep. Voilà, merci pour ce live qui a dépassé les 4 heures du temps et qui nous a donc permis vraiment d'aller et d'approfondir les Jacobins noirs dont l'écriture originale est des Black Jacobins. C'est l'ouverture en the Saint-Domingue Revolution. Donc c'est un ouvrage qui a été traduit de l'anglais au français. Et cet ouvrage, dans une nouvelle édition, est disponible à la librairie Taméry, qui se trouve au 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement. Nous sommes joignables au téléphone au 06 10 82 29 18, par mail tamery75@aol.com. Vous pouvez suivre notre programme sur Facebook Tamery Sematawi ou Tamery Sematawi Njoti. Et nous avons un compte YouTube Tamery Sematawi Mahad. Je voudrais prier Serge Kovirek Miret, le prier de nous donner le programme qu'il réserve pour nous en fin de semaine et si possible dans les semaines qui viennent. Je souhaiterais lancer un appel à tous les kémites et à tous les sympathisants de la cause kémite, à tous les membres ou sympathisants du mouvement Sematawi pour l'émancipation du peuple kémite, à se rendre massivement à l'exposition intitulée Toutankhamon, le trésor du pharaon, qui aura lieu, donc cette séance de visite guidée, samedi prochain, donc le 20 avril, de midi à 14 h. Je ne saurais trop recommander aux personnes intéressées de bien vouloir prendre leur billet directement par Internet, de manière à ce qu'on se retrouve à l'entrée de l'exposition à midi précise. Étant entendu que le samedi est un jour où il y a beaucoup de personnes. Et ce serait bien qu'on se retrouve à l'heure précise, il faut être ponctuel, afin d'assurer un regroupement en ordre. Ensuite, dimanche, le dimanche 21, de 15 h à 19h30, 20 h, je donnerai une conférence sur le thème suivant, Haïti, une forteresse africaine imprenable au cœur de la mer des Caraïbes, 2 points. Histoire secrète de l'insurrection victorieuse des Munkam. Histoire secrète de l'insurrection victorieuse des Munkam. Je rappelle également que nous envisageons pour les personnes qui sont intéressées par nos activités d'organiser le samedi 27 avril 2019 de 12 h à 22 h un symposium international en hommage au professeur Obenga pour l'ensemble de son œuvre. Le programme détaillé se trouve sur la page Facebook de Taméry Sematawi, la librairie. De la même façon, le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 28, à la même heure, nous envisageons d'organiser le premier sommet de la renaissance économique kémite qui traitera du thème suivant: quelle stratégie peut-on adopter pour créer des entreprises prospères et pour créer des emplois décents au sein de la communauté kémite? Là aussi,
nous allons partir du projet Back to Kemet Project, dont nous allons décliner les principaux jalons sur la décennie 2019-2029. Je ne saurais trop remercier les internautes qui sont désormais habitués au live et je leur demande de façon officielle et solennelle de bien vouloir conclure l'essai ou transformer l'essai en venant acheter les ouvrages sur place à la librairie Taméry, parce que ceci n'est qu'un live, c'est-à-dire une introduction à la lecture méthodique des ouvrages classiques de la Renaissance kémite, mais rien ne peut vous empêcher de lire vous-même pour vous faire une opinion personnelle, consistante sur le contenu de ces ouvrages sans lesquels la Renaissance kémite ne saurait aboutir. Hotep. Hotep. C'est